Donc d'abord, la première question, c'est comment t'est venue l'idée de faire de ce roman une lecture musicale? Alors j'avais déjà fait des lectures musicales, enfin, en particulier une lecture musicale à partir d'un autre roman qui s'appelait Les Harmoniques, que j'ai eu l'occasion de jouer dans le coin aussi, notamment à Falaise. Euh, donc là, j'étais pas tout seul, j'étais avec deux merveilleux musiciens, enfin une chanteuse et un musicien. On a fait ça pendant 5 ans. On a tourné avec cette lecture musicale pendant 5 ans et ça a été un vrai plaisir et une vraie découverte pour moi parce qu'effectivement c'était la première fois que je faisais ça. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, que j'avais envie de le faire. Là on s'est lancé, je pensais qu'on en ferait 3-4 voilà comme ça, quoi. Puis on a fait plus d'une centaine en fait pendant plusieurs années. Et puis voilà, quand le garçon est sorti après, j'avais déjà goûté un petit peu à ça et du coup, j'ai eu envie de continuer, de me lancer un petit défi en plus, qui était cette fois-ci de le faire tout seul. Voilà. Donc j'avais très envie de ça, j'aime bien. Moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de scène, de musique, tout ça. Donc ce côté-là me manquait, que j'avais pas fait depuis très longtemps, et ce côté-là me manquait un peu. Donc voilà, j'ai retrouvé un petit peu ça grâce à ce genre d'exercice de lecture musicale. Puis j'ai l'impression que dans l'ensemble, ça plaît plutôt aux gens. Les gens sont plutôt contents. Justement, ils s'attendent peut-être. Enfin, je sais pas s'ils savent trop à quoi s'attendre quand on leur parle de lecture musicale d'ailleurs. Beaucoup, je pense, sont un peu inquiets, se demandant qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça va être ce truc-là. Est-ce que ça va pas être un peu prise de tête, on va s'emmerder. Il y en a, hein. C'est vrai, c'est vrai. J'espère que là vous n'êtes pas ennuyés, mais on peut s'ennuyer. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'on s'ennuie pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Voilà. J'essaie de partager ce plaisir avec les spectateurs. Justement, le choix des passages que nous avons entendus, comment tu t'y es pris pour les sélectionner? Ça a été une grosse partie parce qu'effectivement le roman fait plus de 550 pages, je crois. Là, il doit en rester une trentaine. Donc ça a été un arrache-cœur, franchement. Au fur et à mesure, j'en enlevais un peu, puis j'en enlevais, puis j'en enlevais, puis j'en enlevais, puis j'avais envie de donner un petit peu des ambiances différentes, certains personnages que j'avais envie de montrer aussi, de faire apparaître. Par exemple, l'ogre, on le voit pas beaucoup, mais j'avais envie qu'il y ait ce petit clin d'œil avec l'ogre aussi, qui est une autre ambiance que l'ambiance avec Emma, par exemple. Et puis la guerre, qui est encore différente. Donc voilà, il y a pas mal de tableaux comme ça différents dans le roman, donc j'avais envie de le faire passer aussi à travers cette lecture-là. Donc ces critères-là ont beaucoup joué. Et puis il y avait la durée aussi. Je voulais que ce soit des passages qui se tiennent et puis qui est une espèce de fil rouge comme ça, même si il n'y a pas toute l'histoire évidemment, loin de là dans ce que je raconte, mais je pense qu'on peut voir une sorte de fil rouge quand même, comme ça, et puis ce que j'arrivais à lire aussi, parce que c'est compliqué de lire à haute voix. Donc c'est pas mal de boulot en fait. Donc voilà, tous ces critères-là ont fait que j'ai choisi ces passages. Et est-ce que tu peux nous dire un mot aussi sur les chansons que tu interprètes en anglais? Est-ce qu'elles étaient déjà là ou bien, est-ce qu'elles ont été écrites spécifiquement pour la lecture musicale, pour accompagner tes textes? Non, ce sont des... Alors les chansons, hein, je parle des chansons, pas des... Parce qu'il y a des trucs que j'ai un peu bricolé moi-même, enregistré moi-même, mais les chansons que je chante, ce sont des reprises, donc ce sont des chansons qui existent. La plupart des morceaux que je reprends sont des morceaux de Tom Waits. Il y a un morceau de Gigi Cale aussi.
il y a une espèce de chanson, je sais pas comment on dit, je m'en veux plus, qui n'appartient à personne en gros. Ouais, c'est pas libre de droit, il y a traditionnel, voilà, c'est ça, une espèce de berceuse traditionnelle que j'ai un peu bidouillé aussi. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on me demande aussi pourquoi en anglais, souvent, pourquoi en anglais. Je sais que ça a fait plaisir à Ginette, c'est ça? Voilà. Parce que j'ai essayé, j'ai réfléchi à des chansons en français, mais en fait ça collait pas. Ça collait pas parce que trouver des chansons, la lecture est en français, c'est un ouvrage qui a une certaine homogénéité, et de mettre des chansons en français au milieu, ça marchait pas. Donc voilà, je me suis tourné vers l'anglais, enfin l'anglais, mon anglais qui... J'espère que s'il y a des anglophones dans la salle, ils ont dû entendre un peu, ils ont dû avoir les oreilles qui saignent un peu, mais... Donc voilà, c'est une espèce d'anglais du sud-est de la France, quoi. Voilà. Est-ce que le roman prendra une autre forme, par exemple le livre audio ou, enfin, voilà, si tu avais le choix de confier l'enregistrement à un comédien ou à une comédienne, est-ce que tu penses à quelqu'un, enfin à quel genre de voix tu souhaiterais soumettre ce livre, la lecture du livre? Franchement, j'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas. Je sais pas quel comédien pourrait faire ça. Bah, déjà, il faut quelqu'un qui aime le livre et qui a envie de le faire. Après, en principe, les comédiens, les vrais comédiens sont assez bons pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc, je les laisserai faire et ils feraient certainement ça très bien. Après, le livre audio, je sais pas, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe pas mal, mais c'est pas moi qui décide de ça. Je sais pas exactement d'ailleurs comment ça se passe pour les livres audio. Je suppose que c'est un droit qui est acheté aussi ou qui est donné peut-être. Et il faut que quelqu'un. J'ai qu'un seul bouquin à ma connaissance qui a été enregistré en livre audio. Et c'était, si je me souviens bien, à l'époque, c'était un truc amateur, quoi. C'était une association, en fait, qui faisait ça. Donc je sais pas si ça marche toujours comme ça maintenant. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne. En tout cas, ce serait pas toi. Non, je pense pas. Bien. Et si le livre prenait une forme cinématographique, souhaiterais-tu donc participer à l'écriture? Jouer le rôle? Non, je pensais pas forcément au... Je me vois bien dans le rôle du jeune garçon. Ou de l'ogre. Qu'est-ce que tu m'as demandé? C'était si tu participerais à l'écriture du scénario. Ah, je participerai, ça c'est pareil, je participerai volontiers si on me le demande. Mais j'ai déjà travaillé sur des projets d'adaptation. Il y a des réalisateurs ou des scénaristes qui n'ont pas du tout envie d'avoir l'auteur sur le dos et qui préfèrent faire ça tout seul. Donc voilà, ça aussi, ce sont des conditions qui dépendent pas vraiment de moi, quoi. Mais si on me le demandait, oui, c'est une expérience qui m'intéresserait. Ouais. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez poser une question à Marcus Malt, justement sur le rapport au roman et à la lecture musicale dans cette partie-là? Est-ce que quelqu'un a une question à... Oui, pour revenir à l'épisode avant sur le type de musique, est-ce qu'une musique, je sais pas, parce que dans ce que vous dites, il y a de la passion, il y a un combat. Enfin, moi, ça me fait penser plutôt à quelque chose d'espagnol. Et ça vous a pas inspiré l'Espagne? Non, mais pourquoi pas? Après, il y a certainement d'autres musiques qui auraient pu coller aussi, hein. Non, je vous avoue que j'ai pas spécialement pensé à l'Espagne.
Mais oui, ça aurait pu, effectivement. Après, voilà, c'est pas évident non plus de trouver les bons morceaux, parce qu'il y a, donc, il y a les morceaux que je chante, moi, et puis il y a tout ce qui est enregistré aussi. Donc, voilà, il y a des choses que j'ai sélectionnées dans les enregistrements. Alors, il y a du Mendelssohn, puisqu'il est beaucoup question de Mendelssohn dans le bouquin. Il y a un morceau aussi d'un compositeur, alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais Arve Part. C'est pas islandais, mais enfin, de ces pays par là, du nord. Lituanien. Non. Si? Lituanien? Peut-être. Bon, enfin, voilà. Sur lequel j'ai rajouté des effets un petit peu... voilà. Donc je me suis un peu amusé avec ça, mais certainement qu'il y aurait... Oui, il y aurait eu... Après, c'est toujours le même problème. C'est comme les passages qu'on choisit. Il y a un moment où il faut décider, il faut s'arrêter, il faut s'y tenir, parce que c'est quand même assez... alors, je sais pas si ça se remarque, mais c'est quand même assez, comment dirais-je, chronométré, les trucs. Hein. Donc, par rapport entre la lecture et la musique qu'il y a derrière, voilà, donc, une fois il y a un moment où il faut se décider, dire bon, ok, j'arrête de chercher, sinon on n'en finit plus, quoi. J'ai déjà mis pas mal de temps et je pourrais encore être en train de chercher d'autres musiques, quoi. Mais pourquoi pas, effectivement. La prochaine fois, je penserai aux Espagnols. Parlons à présent un peu du héros, donc un enfant sauvage et mutique. Alors il est orphelin, il n'a pas de nom, pas d'identité, il ne parle pas, et à la mort de sa mère, il part découvrir le monde et les hommes. De nombreux éléments qui font la richesse du roman ont dû représenter des défis d'écriture, à commencer par l'époque. En effet, l'histoire se situe au début du XXe siècle, je resitue un peu les choses. Et comment as-tu procédé pour te mettre pleinement dans le contexte, pour mettre l'histoire pleinement dans le contexte de l'époque? Comment j'ai procédé? Écoute, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai regardé aussi certains documentaires ou certains films, mais essentiellement j'ai lu. J'ai lu des essais, des documents sur cette époque, et j'ai lu aussi de la fiction qui se passe à cette époque ou qui avait été écrite à cette époque. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur la langue, hein, sur le vocabulaire de cette période, si tu veux aussi. Après, il y a un choix j'ai fait des choix dans le type de vocabulaire, dans le type de langue que je voulais utiliser, sachant que, par exemple, que je ne voulais pas utiliser aucun mot, aucune expression qui soit postérieure à cette période, justement. Tous les mots et toutes les expressions que j'utilise dans le roman existaient avant 1930, en gros. Et donc, à partir du moment où on fait des choix comme ça, un peu, qu'on se donne certaines contraintes, on va dire, on est obligé de penser un petit peu différemment, d'écrire différemment, parce que si on se laisse aller, on se rend compte que la plupart du temps, quand on écrit voilà, moi jusqu'à présent, à part ce roman, j'ai surtout écrit des histoires contemporaines qui se déroulent à notre époque, tout ça, donc il y a une manière d'écrire, il y a des expressions, il y a des mots qu'on utilise qui viennent comme ça et qui sont de maintenant, mais qui ne correspondent pas du tout à l'époque, qui n'existaient pas à cette époque-là. Donc j'ai fait attention à ces choses-là, et du coup, on pense les choses différemment, et quand en plus on s'est nourri un petit peu par la lecture et éventuellement par l'image de tout ce qui se passait à ce moment-là, on finit par approcher plus ou moins la période et l'histoire et le contexte et tout ça, quoi.
Oui, le livre est bien documenté et il y a un autre défi qu'en tant qu'auteur qu'on retrouve, c'est le mutisme du héros. Parce que là, comment fait-on pour faire vivre un personnage lorsque il n'y a pas de dialogue entre le personnage, enfin le héros, et les autres protagonistes. Voilà. Quelle est la contrainte d'écriture ? Bah oui, effectivement, c'est une autre contrainte qu'on se donne. Eh bien, on remplace le dialogue par les actes. On remplace les mots par les actes. Donc, plutôt que de faire parler le personnage, on le fait agir. Et en fonction, normalement, si c'est suffisamment bien fait, en fonction des actes du personnage, on peut en déduire ce qu'il pense, et sa manière de penser, éventuellement ce qui aurait pu être sa manière de s'exprimer s'il s'était exprimé. Mais c'est surtout ça, en fait. Ça, c'est ce que faisait l'école du roman noir, en particulier américaine. L'école comportementaliste, behavioriste. On décrit pas la psychologie des personnages, on dit pas ce qu'ils pensent, on les fait agir. Et en fonction de ce qu'ils font, la psychologie ressort d'elle-même. Donc voilà, c'est plutôt vers ce genre de choses que je me suis tourné. Effectivement, c'est un personnage qui ne parle pas, donc comment dire, qui a une manière en plus d'appréhender les choses et de voir les choses qui est un petit peu différente, dans la mesure où il a été élevé presque comme un enfant sauvage, donc il ne perçoit pas tout est à apprendre pour lui. À partir du moment où sa mère meurt, où il va partir à la découverte du monde, il connaît aucune des règles, donc il va forcément imiter aussi. Déjà, c'est la première chose, c'est imiter les gens. Donc l'imitation, ça passe aussi par le mouvement, par les gestes, par les actes. Voilà, il voit des gens faire des choses, même s'il ne sait pas exactement pourquoi, ou pas du tout pourquoi ils font ça, pour s'adapter, pour trouver sa place, il va imiter, quoi. Et donc tout ça passe par le geste. Alors, au cours de la lecture, j'ai eu l'impression que tu nourris l'espoir du lecteur qu'on va entendre la voix du garçon, qu'à un moment donné, sa rencontre avec Emma va être l'élément déclencheur, mais finalement, ça ne vient pas. Alors, est-ce que c'est un choix de l'auteur, ou est-ce que c'est finalement le personnage qui t'a mené vers ce choix-là ? Mais pourquoi tu veux tellement l'entendre parler ? Je suis sûre que, pour ceux qui ont lu le livre... Non, pas forcément. Moi, j'ai pensé que Emma le ferait parler, quoi. Voilà, voilà, oui. Oui, mais qu'est-ce que... Moi, je pense pas que ça lui amènerait quelque chose de plus de parler. À la limite, je pense même que ce serait moins bien. Je pense que Emma, justement, c'est presque sa voix. Ouais, je sais pas si ça va, mais c'est un personnage qui, comment dire, qui apprend, mais en même temps qui garde une espèce d'intégrité, je trouve, par rapport à tout ce qui, presque une forme, j'allais dire d'innocence. Alors c'est peut-être pas innocence, mais il y a quelque chose de ça quand même. Et souvent les mensonges, c'est la parole, quoi. Quand on parle, on ment. Quand on agit, c'est déjà plus difficile de mentir par les actes. Donc j'avais envie, moi je préférais qu'il garde cette forme d'innocence, d'intégrité, et qu'il continue à agir par rapport à ce qu'il ressent, et pas justement à éventuellement être tenté par les mensonges que peuvent être les mots, quoi. Et puis, de toute façon, c'est comme ça, il parle pas. C'est pas parce qu'il rencontre Emma qu'il va, du coup, parler, c'est tout.
Tout à l'heure, on parlait je parlais d'adaptation cinématographique. Est-ce que, alors, on peut imaginer un film muet, voilà. Bon. Quand le garçon part à la découverte de la civilisation, sa quête le mène à l'amour avec Emma, puis à la barbarie de la guerre. Sur ce point, dans un passage du livre, il y a un personnage qui en parle très bien. Donc je vais lire ce passage. Malgré ce que certains d'entre vous pourraient croire, affirmait le médecin-major, la guerre représente le plus haut degré de la civilisation. Qui l'a créée, disait le médecin, c'est l'homme. Qui la pratique, l'homme. Et lui seul, la guerre, messieurs, est l'apanage de notre espèce Homo sapiens. Alors, la civilisation est souvent rattachée à des notions de progrès et d'humanité. Pourtant, tu fais dire à tes personnages d'elle qu'elle a pour pur fruit la barbarie de la guerre. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Que dit l'auteur, en fait? L'auteur, on s'en fout. Dans un livre, ce qui compte, c'est les personnages, c'est pas ce que dit l'auteur. Mais en tout cas, je trouve que la thèse du médecin se défend. Effectivement, dans ce que peut faire, dans ce qui appartient finalement peut-être uniquement à l'espèce humaine, il y a d'un côté justement l'art. Bon, après, je sens qu'il y a quelqu'un qui va me sortir, qui a je sais pas quels animaux qui font... Bon, en gros, disons qu'il y a que l'homme qui pratique l'art et il y a que l'homme qui pratique la guerre. En tout cas, la guerre pensée comme ça, voilà. Donc, on peut considérer effectivement que ce sont, voilà, les deux sommets. J'avais envie que ce personnage du garçon connaisse un petit peu les différents, enfin tout ce qui peut arriver dans une vie à un homme, que ce soit en bien ou en mal, et les deux sommets de ça, de cette humanité, c'est peut-être le côté, donc le beau côté, si on peut dire, c'est l'amour, c'est l'art, et le contraire, c'est la guerre, quoi, en gros, qui symbolise finalement tout ce qu'il peut y avoir de plus horrible, de plus terrible dans l'homme, mais qui aussi finalement caractérise quelque part l'homme, puisque voilà, encore une fois, effectivement, aucune autre espèce ne met autant de moyens, de temps, d'énergie, d'intelligence pour tuer son prochain. Il n'y a que l'homme qui fait ça. Justement, là, l'amour triomphe, enfin, par rapport à la guerre, puisque le garçon est de retour. Emma va le sauver, enfin c'est presque un happy end. Enfin, je ne dévoile pas tout pour ceux qui ont... lorsque tu as commencé à écrire, enfin tu es sceptique, mais lorsque tu as commencé à écrire, savais-tu quel serait le destin final de tes personnages, ou alors tu as été mené par eux, enfin comment ça s'est passé? Je savais, quand j'ai commencé à écrire assez vite, en fait, j'ai eu la dernière phrase du livre. Donc je savais à peu près ce qui allait arriver au garçon. Après, je ne savais pas du tout comment j'allais arriver là, parce que ça me semblait même un peu compliqué d'arriver là. Quand on lit la dernière phrase, c'est pas, voilà. Enfin, je me demandais comment j'allais arriver à ça. Après, tu dis, je trouve, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un happy end, moi, ou alors... Le retour. Oui, et en fait, il revient parce que, enfin, je vais pas le dire, mais oui, il est un peu obligé de revenir de la guerre, quoi. Mais en même temps, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ça a changé pas mal de choses, son passage dans cette guerre, ça a même... Enfin, c'est compliqué de dire sans trop dire, à moins que tout le monde l'ait lu. Ouais, donc moi je pense que ça a quand même modifié énormément de choses
dans la vie du garçon et dans la vie, dans la relation entre Emma et le garçon, même si effectivement il revient d'une certaine manière. Justement, dans le roman, les personnages féminins ont une place quand même à part. Enfin, d'abord la mère, puis Emma. C'est une figure importante. C'est elle qui va donner des noms au garçon. C'est elle qui va le sauver à plusieurs reprises. Donc, alors après, je suis perdue. Oui, alors, enfin, oui, là où je voulais en venir, c'est que Emma symbolise aussi le monde de la musique, le monde de la littérature, de l'art. Elle reprend le rôle éducatif de la mère, même si bon, il a été quand même éduqué de façon très naturelle. Et donc là, sa rencontre avec Emma va être comment dire, un élément qui va le conduire davantage vers la civilisation et et vers la culture aussi. Et est-ce que la culture est une affaire de femmes alors que en opposition à la guerre, qui est plutôt une affaire d'hommes? Comment est-ce qu'on verrait les choses au XXIe siècle, puisque l'histoire se situe au XXe, au début du XXe. C'était pas trop long ma question. Je vais faire une réponse courte comme ça équilibré. Écoute, on en parlait tout à l'heure justement. On se disait qu'il y avait plus de femmes ce soir que d'hommes, ce qui est habituel effectivement. Je pense que oui, les femmes, je vais faire un peu, mais je pense que le meilleur de l'homme, c'est la femme. Ah oui. Ah oui. Ça a intérêt à acheter des bouquins. Non, mais c'est vrai que Emma, effectivement, c'est elle qui amène le garçon à ce qu'il y a de plus beau dans la civilisation, dans l'humanité, quoi. C'est elle qui lui fait connaître l'art, la musique, l'amour, voilà. Ça vient d'elle. Après, non, mais je le pense un peu, ce que je dis. En plus, ouais, je pense que si... Bon, il y a toujours des exceptions, hein. Mais c'est vrai qu'en règle générale, tout ce qui concerne souvent la culture, ces choses-là, peut-être que les femmes y sont plus sensibles. Je sais pas, j'ai l'impression. Les femmes, par exemple, lisent plus de fiction que les hommes. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est prouvé. C'est des études. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute, voilà, je sais pas, les hommes lisent aussi, mais ils ont tendance à lire plutôt des essais, des choses très réelles, très réalistes, très pratiques, on va dire. Bon, après, je vais pas me lancer dans ce genre de trucs, parce que je sais pas si c'est génétique ou pas. Justement, pour le garçon, tu as quand même eu un prix prestigieux, le prix Femina en 2016. Donc c'est un jury composé de femmes. Il y a eu aussi pour Garden of Love, tu as eu le grand prix des lectrices de Elle pour la catégorie roman policier. À quoi attribues-tu que ton écriture séduise plus particulièrement un lectorat féminin? Ce que je te dis, parce que le meilleur de l'homme, c'est la femme. Hein, donc peut-être il y a quelques qui me lisent, hein, donc forcément. Messieurs. Non, mais en plus c'est ouais, je sais pas, c'est bizarre parce que les romans que j'ai écrits, surtout avant Le Garçon, le roman noir, c'est plutôt des choses d'hommes en fait, en général, bizarrement. Mais bon, je sais pas, ça doit être mon côté féminin qui ressort inconsciemment dans mes écrits.
Je sais pas. Est-ce que vous avez une question à Marc Sur les femmes. Oui, moi je voulais, parce que à chaque personnage, enfin la mère, l'ogre, quand ces personnages meurent, même le cheval, même un cheval sur la guerre, il y a le bûcher. Qu'est-ce que vous avez voulu signifier? Parce que c'est le bûcher, donc disparition carrément de la mère, de l'ogre, et même sur la guerre, le cheval, qui lui fait penser au cheval de l'ogre. Parce que sa mère lui a dit de le faire. Quelle est la symbolique de ce bûcher? Ouais, il n'y a pas forcément une symbolique de ma part, c'est effectivement comme quelqu'un l'a dit, là j'ai entendu. Au départ, il fait ça avec sa mère, parce que c'est elle qui lui a dit de le faire, qu'il fallait se débarrasser des restes, pour pas que ça attire les animaux, tout simplement, pour pas que ça attire les prédateurs ou quoi. Donc voilà, lui, encore une fois, il connaît rien, il sait rien. Donc lui, il a certainement pas de symbolique ou de choses comme ça, lui, à la base, en tout cas. Donc lui, il fait ça d'une manière très pratique. Sa mère lui a dit qu'il fallait se débarrasser du corps comme ça, donc il le fait. Et finalement, il connaît que ça, quoi. Donc c'est voilà, il refait la même chose à chaque fois. Il n'y a pas référence à l'Inde où on brûle les corps? Non, non. Non, il n'y a pas de... Vous savez, moi je suis beaucoup plus simple que vous. Donc je pense pas... J'écris au premier degré, moi. Non, mais après, c'est vrai qu'on peut... le rituel du feu comme ça, on peut imaginer plein de choses là-dessus. Pourquoi pas? Mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne le garçon, ce sont des raisons très primaires. D'accord, merci. Voilà. Donc on parlait du prix littéraire tout à l'heure, et donc une question, c'est comment on se remet à l'écriture après un succès comme celui que tu as eu avec Le Garçon. Alors honnêtement, je vais pas te mentir, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude, mais je sais pas si c'est directement lié au fait que j'ai eu ce prix. Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Plus j'avance, plus c'est dur. Parce que je veux pas me répéter, parce que je veux pas écrire la même chose que ce que j'ai déjà écrit. Et que forcément, plus j'en écris, et plus j'en ai écrit, et plus la voix se rétrécit. Donc voilà, j'ai fini par m'y remettre. J'ai laissé passer un peu de temps. Ce roman m'avait demandé énormément de temps et d'énergie, donc j'étais vraiment lessivé. Pour une fois, j'avais besoin vraiment de faire un break, alors que d'habitude, j'enchaîne relativement vite entre deux romans. Là, j'ai fait d'autres choses. Avant de me remettre à l'écriture d'un roman, j'ai fait d'autres choses. C'est vrai qu'il y a, bêtement, on se met une petite pression en plus, quoi. Moi, j'ai déjà tendance à m'en mettre pas mal, à être de plus en plus exigeant avec moi-même sur ce que j'écris. Le fait d'avoir un prix comme ça, ça en rajoute un peu, une couche, quoi. Donc, il faut arriver à pas penser à ça et essayer de faire de son mieux encore. Mais le prochain roman sera totalement différent du Garçon. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué ça, parce que je sais que les gens aiment bien quand même retrouver retrouver quelque chose quand ils ont aimé un livre et qu'ils rachètent un autre roman du même auteur. Souvent, ils aiment bien retrouver un peu des choses qui se ressemblent. Je crois que là, ça va pas être le cas, quoi. Donc, si vous êtes curieux et que vous êtes prêt à accepter d'autres choses, vous irez voir. Sinon,
vous l'achèterez quand même et vous serez déçus. C'est comme ça. Hein. Ouais, moi, ça m'intéresse pas de refaire la... Je vais pas faire le garçon numéro 2, je vais pas faire la fille. Donc, voilà. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment totalement différent, et dans l'écriture, et dans le propos. Voilà. C'est très différent. Alors justement, j'ai trouvé un album qui s'appelle Poussin de David Ecali, et voilà, illustré par David Merveille. Et c'est l'histoire d'un écrivain qui ne se renouvelle pas. Et en revanche, j'ai trouvé un passage que je vais lire, qui est « Pourquoi écrit-on ? Pour gagner sa vie, bien sûr, pour être admiré surtout, mais aussi pour s'offrir un petit morceau d'éternité. » Et alors, Marcus Mall, pourquoi écris-tu ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu te retrouves dans ce qui est dit là ou... Voilà, pour conclure. Alors, pour gagner sa vie, franchement, il vaut mieux éviter. Parce que, bon, à part quelques cas, voilà, quelques cas particuliers, et il faut avoir beaucoup de chance, on arrive à peu près à en vivre, plus ou moins, mais 90% des auteurs n'en vivent pas. Hein, donc, je crois pas que ce soit le genre de truc vers lequel il faut se diriger quand on ne gagne pas sa vie. Enfin, si on veut gagner sa vie, pardon. Après, oui, c'est quoi l'autre ? Admirer, ouais, pour faire son intéressant, quoi. C'est ça, ouais. Il y a une part de ça, ouais, bien sûr, certainement. Et une éternité, ça c'est dans... On a beaucoup d'ego et on espère sans doute l'éternité, peut-être pas, mais quelques temps, quelques années en plus. Mais après, voilà, si on y réfléchit et si on est lucide et honnête avec soi-même, il y a quand même très peu de chances pour que ça marche, ce genre de truc. Non, je pense que, enfin, moi j'écris, voilà, parce que effectivement, pour faire mon intéressant, pour sans doute parce que voilà, je pense que c'est le seul, voire enfin, en tout cas le meilleur moyen que j'ai pu trouver pour partager des choses avec les autres, quoi. Voilà. Certainement la raison principale. Merci. Est-ce que dans la salle, vous avez encore une ou deux questions pour Marcus Malt ? Ou est-ce qu'il a déjà tout dit ? Oui ? Il est question à un moment donné d'une cellule. Certaines populations, les tziganes et les pauvres, ont une cellule différente des autres. Une cellule en plus. Donc c'est la médecine et c'est les chercheurs de l'époque qui ont dit ça. D'où ça vient, ce propos. Ouais, alors là, vous me posez une colle, ouais, effectivement. Je me souviens plus tout à fait. C'est pas une blague? Ah bah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, mais je sais plus en fait. Là, comme ça, je me rappelle plus honnêtement. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y a effectivement dans ce livre qui parle de la guerre, entre autres, et de la pauvreté, il y a aussi beaucoup d'humour. On n'en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas parlé. J'ai essayé de mettre un petit peu d'humour dans certains passages, effectivement. Je pense, je réfléchis en même temps à votre histoire de cellule, là. Je pense que effectivement c'est le médecin d'Emma, là, le vieux qui raconte ça, non? Oui, il y a Gustave et Amédée, là. Voilà. Je pense que c'est une blague. C'est une blague pour le lecteur, pour l'auteur, pas pour celui qui la raconte, qui y croit peut-être, mais voilà, c'est un... On pouvait imaginer que c'était une recherche que vous aviez faite ou qu'effectivement... Je ne pense pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je pense que c'était pour moquer un petit peu certains scientifiques qui effectivement,
pourrait prétendre qu'il y a un... Ou simplement le docteur, je me rappelle plus très bien honnêtement, mais qu'il y a un gène de la pauvreté, quoi, en gros. Voilà. Non, c'était un truc plutôt humoristique, ouais, je pense. Ou alors, c'est un scoop. S'il y a un gène de la pauvreté, j'ai découvert quelque chose.